Il existe des créatures qui, à elles seules, suffisent à alimenter les peurs, les fantasmes et les conversations de comptoir. Le silure glane est de celle-là, à croire qu'il dévore tout ce qui bouge. Bientôt, certains lui attribueront la disparition des chaussettes dans les machines à laver. Pourtant, la réalité est souvent bien moins spectaculaire et infiniment plus intéressante. Bienvenue au sein du GPS, Groupe Protection Silure, un collectif né en Dordogne. Ici, nous n'avons rien à vendre, pas de recette miracle, pas de vérité absolue et encore moins de leçons à donner. Nous sommes simplement des passionnés de nature, de pêche et de nos rivières, animés par une seule envie, comprendre, observer et partager. Notre premier objectif est de démystifier les nombreuses légendes qui entourent le silure glane. Ce poisson, devenu le bouc émissaire idéal de tous les maux de nos cours d'eau, occupe pourtant une véritable place dans l'écosystème des eaux intérieures. Comme tous les grands prédateurs, il participe à l'équilibre naturel des populations piscicoles, recycle une partie de la biomasse en consommant des poissons affaiblis ou morts, et s'inscrit dans une chaîne alimentaire complexe qui ne peut être résumée à quelques clichés ou vidéos sensationnalistes. Soyons clairs, nous sommes les premiers à affirmer que le silure n'a pas sa place partout. Les rivières de première catégorie et les très petits cours d'eau ne constituent pas des milieux adaptés à cette espèce. Mais si l'on veut être cohérent, il faut aussi reconnaître que la truite arc-en-ciel, espèce exotique introduite, n'a pas davantage vocation à peupler durablement les eaux libres. Cela déplaît parfois aux amateurs de bourriches bien remplis, et peut-être aussi à certaines fédérations qui continuent d'utiliser les lâchers de poissons comme argument pour vendre des cartes de pêche. Les faits, eux, se moquent des habitudes. Nous ne sommes pas opposés à la consommation des jeunes silures. Leur chair est excellente et, avant qu'ils n'atteignent un âge avancé, elle concentre bien moins de mercure, de PCB et d'autres métaux lourds que celle des très gros sujets. En revanche, nous défendons la mise en place d'une maille inversée imposant la remise à l'eau de tous les silures dépassant 150 cm. Ces grands reproducteurs représentent un patrimoine biologique précieux, bien plus utile dans nos rivières que dans un congélateur. Mais le GPS, c'est avant tout un groupe de pêcheurs. Toutes les techniques, toutes les espèces, une seule passion, nos milieux aquatiques. Parce qu'au fond, défendre le silure, c'est défendre la rivière dans son ensemble. Brochets, cendres, carpes, barbeaux, truites, perches ou gardons. Chaque espèce mérite que l'on protège le milieu qui lui permet de vivre. Nous n'avons ni les moyens d'une grande organisation, ni les budgets de certaines institutions. Mais nous avons quelque chose qui ne s'achète pas, la volonté. Et parfois, quelques personnes déterminées peuvent faire davantage que de longs discours. C'est aussi pour cette raison que nous plongeons dans les fleuves et les rivières. Non pas pour raconter ce qui se passe sous l'eau, mais pour le montrer. Sans filtre, sans montage spectaculaire. Juste la réalité. Car depuis des décennies, nos milieux aquatiques paient le prix de choix politiques successifs, de toutes tendances confondues. Artificialisation des cours d'eau, pollution, destruction des habitats, surpêche professionnelle sur certains secteurs, braconnage, gestion parfois déconnectée des réalités écologiques, année après année, le vivant recule. Parfois, heureusement, nous découvrons encore des endroits foisonnants de vie. Ils existent encore, mais ils deviennent malheureusement l'exception. Dans la vidéo qui suit, le constat est sans appel. Le décor semble pourtant idéal, des arbres immergés, des caches naturelles, tout ce qu'il faut pour accueillir une vie aquatique abondante. Et pourtant, c'est le vide. Pas un mouvement en surface, rien au fond. Les bordures sont désertes. Sur certains biefs de Lise, la pollution, la pêche professionnelle, le braconnage et des décennies d'une gestion catastrophique ont profondément appauvri le milieu. Ce n'est pas une vidéo contre une espèce. Ce n'est pas une vidéo contre les pêcheurs. C'est une vidéo pour la rivière. Avec cette nouvelle série, nous viendrons plonger chez vous, nous irons explorer différents secteurs afin que chacun puisse découvrir ce qui se cache réellement sous la surface. Le prochain épisode nous conduira dans une eau plus claire, sur un secteur autrefois réputé pour son incroyable richesse piscicole, avant qu'une pêche professionnelle intensive ne vienne bouleverser cet équilibre. 3 années se sont écoulées. La nature a-t-elle réussi à reprendre ses droits? C'est ce que nous irons découvrir ensemble, car protéger une rivière commence toujours par une chose très simple, ouvrir les yeux. Avant de vous laisser découvrir ces images, un petit avertissement s'impose. Ce type de plongée ne doit surtout pas être reproduit. Certes, dans cette vidéo, les fonds n'excèdent pas 7 mètres. Dit comme ça, cela peut sembler presque anodin, mais sous la surface, la réalité est tout autre. La visibilité est souvent proche de zéro, les arbres immergés forment de véritables labyrinthes, les branches sont autant de pièges potentiels, et chaque déplacement demande une vigilance absolue. En apnée, ce genre d'immersion est particulièrement risqué et ne laisse aucune place à l'improvisation. Alors, à moins d'être le filleul de Neptune et d'avoir signé un bail avec les silures et brochets, mieux vaut rester derrière son écran et profiter des images. Installez-vous confortablement et gardez les explorations aquatiques pour ceux qui savent exactement où ils mettent les palmes. Bon visionnage à toutes et à tous.
aurions pu faire comme beaucoup. Ajouter quelques belles images de poissons filmés ailleurs, glisser 2 ou 3 silures majestueux, quelques bancs de perches, un brochet en embuscade, le résultat aurait sans doute été plus spectaculaire, plus agréable à regarder aussi, mais ce serait vous mentir. Et si nous avons créé ce collectif, ce n'est certainement pas pour raconter des histoires. Les images que vous voyez sont exactement celles que nous avons observées au cours de cette longue immersion de près de 2 heures. Pas davantage, mais surtout pas moins. Nous avons prospecté les bordures, nous avons exploré les zones intermédiaires, nous avons inspecté le fond, nous sommes allés jusque dans le cœur des arbres immergés, là où la plupart des poissons trouvent habituellement refuge. Rien. Le désert. Un silence presque inquiétant. À tel point qu'à certains moments on finirait presque par trouver rassurant de croiser un silure, c'est dire. Et pourtant, tout avait été pensé pour mettre toutes les chances de notre côté. Nous progressions à contre-courant, afin que le bruit de nos déplacements soit emporté derrière nous. Nous essayons également de conserver le soleil dans notre dos ou sur le côté, afin d'éviter que son reflet sur le masque ne trahisse notre présence auprès de la faune sauvage. En d'autres termes, nous faisions tout pour être les visiteurs les plus discrets possibles. Malheureusement, on ne peut pas surprendre ce qui n'est plus là. Il y a malgré tout une bonne nouvelle. Contrairement à notre première plongée réalisée au barrage de Décathlon, cette fois les fonds ne sont pas recouverts d'une épaisse couche de limon. C'est un point particulièrement positif car cela nous offre une lecture bien plus précise du relief, des structures et des habitats. Et c'est peut-être là que le constat devient encore plus troublant. Les caches sont présentes. Les arbres immergés offrent des abris remarquables. Le substrat est sain, le décor est prêt. Mais les acteurs semblent avoir quitté la scène. À cette période de l'année, un tel vide est tout sauf normal. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons choisi de vous montrer la réalité, aussi dérangeante soit-elle. Car une rivière ne se juge pas à la beauté de son paysage vu de la berge. Elle se juge surtout à la vie qu'elle abrite sous sa surface. Depuis des décennies, les milieux aquatiques et la faune sauvage qui les habitent souffrent en silence. Pas de manifestations, pas de conférences de presse, pas de hashtag, juste un lent déclin dont on préfère souvent détourner le regard. Entre le changement climatique, les canicules qui s'enchaînent, la dégradation des habitats et des lois parfois plus surprenantes qu'efficaces, il faut bien reconnaître que les choses ne semblent malheureusement pas près de s'améliorer. Mais comme toujours, il est plus simple de trouver un coupable idéal que de s'attaquer aux vraies causes du problème. Aujourd'hui, le grand méchant de l'histoire s'appelle le silure. Demain, ce sera peut-être le black bass. Après tout, accuser un poisson coûte moins cher que de remettre en question nos propres habitudes. Pourtant, si demain nous retirions les silures et les black bass de nos fleuves et de nos rivières, il ne resterait plus beaucoup d'espèces capables de résister aux conditions que nous avons créées, et surtout à celles qui nous attendent. Alors, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, avant de laisser un silure ou n'importe quel autre animal aquatique mourir sur une berge, posez-vous simplement une question. Qui sont les véritables destructeurs de la nature sur cette planète? Étrangement, ce ne sont ni les poissons, ni les oiseaux, ni les mammifères sauvages. Depuis toujours, la seule espèce capable de transformer un paradis en désert, c'est la nôtre. La preuve, il suffit de se souvenir de la période de confinement liée au Covid-19. En quelques semaines seulement, la nature a commencé à reprendre ses droits. Les animaux sauvages ont réinvesti les villes, les eaux sont devenues plus calmes, des requins bleus, pourtant réputés très méfiants, ont été observés jusque dans certains ports et les baleines se sont approchées des côtes comme rarement auparavant. Finalement, le plus grand prédateur de la planète n'a ni nageoires, ni griffes, ni crocs. Il possède simplement un cerveau extraordinaire, capable du meilleur comme du pire. Et si nous utilisions enfin cette intelligence pour protéger ce qui nous entoure plutôt que pour chercher des boucs émissaires? La nature n'a pas besoin que nous désignions un coupable. Elle a surtout besoin que nous assumions le nôtre.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. La nature vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous venez de faire quelque chose de plus rare que certains, prendre le temps de réfléchir. Car pendant que nous regardons ailleurs, le monde continue sa course effrénée vers le profit. Et parfois l'absurde dépasse largement la fiction. Prenons un exemple, on pêche des tonnes de poissons sauvages en mer comme en eau douce pour les transformer en farine animale. Cette farine sert ensuite à nourrir des poissons d'élevage. Jusque-là, c'est déjà surprenant. Mais attendez, ce n'est pas fini. Certains de ces poissons d'élevage sont ensuite relâchés dans le milieu naturel, puis repêchés quelques mois ou années plus tard, et revendus comme des poissons sauvages dans certaines poissonneries. Cherchez l'erreur. Le plus ironique dans cette histoire, le consommateur paie souvent beaucoup plus cher un poisson présenté comme sauvage, alors qu'au départ il a peut-être été nourri avec ses propres cousins transformés en farine. Si ce n'était pas si triste, ce serait presque digne d'une comédie. Nous vivons dans un système où l'on préfère parfois rentabiliser la nature plutôt que la préserver. Pourtant, sans rivière vivante, sans océan en bonne santé et sans poissons sauvages, il n'y aura bientôt plus rien à rentabiliser. Nous avons tous une part de responsabilité par nos choix, notre consommation, notre curiosité et notre capacité à remettre certaines pratiques en question. Alors je vous laisse méditer sur cette dernière question. À force de vouloir tout transformer en profit, que restera-t-il à vendre lorsqu'il n'y aura plus rien à protéger ?